Au cœur des accusations mutuelles entourant ce qu'il faut bien nommer l'expansionnisme des Kigali en République démocratique du Congo, Yorin Njoli, analyste politique, dresse une analyse objective de la situation et tranche de manière catégorique. 2 présidences, 2 approches, 2 lectures irréconciliables de la souveraineté nationale. L'histoire jugera chacune d'elles à l'aune des actes posés. Loin des artifices de la communication politique et des postures des circonstances, le destin d'une nation se mesure à sa capacité à sanctuariser son territoire, à protéger ses ressources et à cimenter sa cohésion face aux appétits extérieurs. Sous la présidence de Joseph Kabila, la trajectoire de l'État s'est inscrite dans une dynamique d'affirmation institutionnelle et des refus du diktat face au chaos hérité des guerres du Congo. Contre vents et marées, au sortir d'une décennie de fragmentation, les accords issus du dialogue intercongolais ont brisé la tentative de partition du pays pour imposer une réunification territoriale effective. Cet effort de refondation s'est cristallisé dans l'adoption de la Constitution de 2006. Je déclare l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République démocratique du Congo. Texte fondateur garantissant l'équilibre des pouvoirs et d'indivisibilité de la République, ouvrant la voie au premier scrutin démocratique de notre histoire contemporaine. Face aux agressions armées, ces pouvoirs ont su à de moments clés choisir le rapport de force. Cette guerre a pu prendre fin grâce, d'une part, à un commandement assumé et efficient soutenu par une armée disciplinée et, d'autre part, à une diplomatie silencieuse mais efficace. Un pas important a été franchi aujourd'hui. Il vous souviendra que le chef de l'État, qui est un passionné du Congo et de la paix des Congolais, a toujours dit qu'il ne ménagerait aucun effort pour que la paix existe sur l'ensemble du sol congolais et que tous les Congolais vivent en paix. Une fois encore, il a accepté de rencontrer ses pairs de la région dans le cadre de ce mini-sommet pour essayer de faire avancer la cause de la paix. Soucieux de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, le président Joseph Kabila n'a ménagé aucune option, militaire, politique ou diplomatique, à l'instar de la rencontre de Kampala, un moment charnière dans la recherche de la paix qui s'est soldé en 2013 par la reddition du mouvement M23, réaffirmant ainsi l'autorité exclusive de la République sur ses frontières orientales. Le M23 a été mis en déroute. Ces troupes se sont soit rendues ou, ce qu'il en reste, ont quitté le territoire congolais. Je pense que sur le plan militaire, la victoire est totale parce que tous les espaces contrôlés hier par le M23 se trouvent maintenant sous le contrôle des FARDC et des autorités administratives congolaises. Cette même doctrine de fermeté s'est imposée sur le front de la souveraineté économique. En initiant et en promulguant le Code minier révisé de 2018, Joseph Kabila a posé un acte de nationalisme brut et courageux. Face aux menaces ouvertes au chantage, au désinvestissement et aux pressions intenses des multinationales minières occidentales, ces textes a érigé un véritable bouclier juridique pour l'État. En introduisant le concept des substances stratégiques et en augmentant drastiquement les redevances minières, cette réforme a permis à la RDC de reprendre le contrôle conceptuel et financier de ses richesses, forçant les capitaux étrangers à plier devant les intérêts supérieurs de la nation. Depuis 2019, la présidence de Félix Tshisekedi offre un spectacle radicalement inverse, caractérisé par un effondrement systématique de l'appareil sécuritaire dans l'Est
et un renoncement flagrant face aux équilibres géopolitiques régionaux. Le traitement de la crise sécuritaire brise les principes même de la fermeté républicaine. La libération d'anciens cadres du M23, les initiatives de dialogue et les négociations répétées avec les bras armés des agresseurs de la nation s'apparentent à une politique de concession permanente. Parallèlement, la manœuvre politique visant de manière obsessionnelle à changer la Constitution de 2006 apparaît comme une diversion périlleuse. Les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Ce projet des 2 constructions institutionnelles fragilise le pacte républicain au moment précis où le pays requiert une unité sacrée, dénudant le pouvoir de toute boussole doctrinale. À cette faillite stratégique s'ajoute l'exercice d'un pouvoir par la fracture sociale. Le régime actuel s'est enfermé dans un narratif d'exclusion, des stigmatisations et des discriminations systématiques, faisant le lit de la division et instrumentalisant les replis identitaires à des fins de survie politique. En instillant le poison de la division et en catégorisant les citoyens, ces discours officiels fragmentent les vouloirs vivre collectifs, transformant la nation en une mosaïque de blocs antagonistes, pluriels et divisibles. Cette rhétorique de la haine et du tri sélectif produit une conséquence dévastatrice: la décrédibilisation de la fonction même de l'État. L'autorité publique ne s'impose plus comme l'arbitre neutre, les protecteurs impartiels et les garants suprêmes de l'intérêt général, mais s'abaisse au rang d'un instrument partisan des persécutions et des règlements de compte. Quand l'État cesse d'unifier pour fragmenter, il abdique sa raison d'être. Le règnement est tout aussi total sur les plans économiques et stratégiques. Là où les régimes précédents imposaient un cadre juridique strict pour protéger les sous-sols, le pouvoir actuel capitule en rasant les murs à travers des deals minières opaques de l'accord de Washington. Ce compromis secret sacrifie l'autonomie économique de la RDC pour servir, en réalité, les intérêts de son principal prédateur régional. Sous les paravents hypocrites d'une prétendue intégration économique et des projets transfrontaliers conjoints, Kinshasa offre sur un plateau à Kigali le rôle des plaques tournantes officielles du transit, du raffinage et du traitement légitime des richesses minières issues du Kivu. Loin de consolider l'unité nationale, ces compromissions flagrantes tracent méthodiquement la voie à une balkanisation territoriale des faits, doublée d'une décomposition sociale au bénéfice exclusif du régime de Paul Kagame. Face à ces miroirs sans concession de l'histoire, les Congolais doivent aujourd'hui trancher une question vitale. Quel dirigeant a imposé la cohésion nationale par la fermeté des institutions et la protection du sous-sol, et lequel est en train de conduire la nation vers son éclatement, sa division et sa dépendance par la faiblesse de ses choix? L'histoire ne juge pas les discours. Elle juge les actes, elle juge leurs conséquences. Et c'est à cette lumière crue, débarrassée des illusions de la propagande, que chaque dirigeant devra répondre de ses arbitrages devant la nation.